Notre invité aujourd'hui fait l'objet d'une enquête criminelle. Pourquoi? Parce qu'un groupe dont il fait partie a fabriqué une fausse guillotine et a mis en scène la fausse exécution d'un politicien en papier mâché. Ils ont ensuite joué au soccer avec sa fausse tête décapitée lors d'une manifestation du 1er mai. Le politicien en question, le ministre du Travail Jean Boulet, n'a pas apprécié de voir sa tête en papier mâché se faire kicker par des travailleurs dans les rues de Montréal. En fait, il a déposé une plainte auprès de la SPVM affirmant que cet incident l'avait amené à craindre pour sa sécurité. Aujourd'hui, nous recevons Félix Trudeau dans notre studio. Il est membre de l'Alliance ouvrière, l'organisation qui a mis en scène cette simulation d'exécution. Félix Trudeau, souhaites-tu du mal à Jean Boulet? Non. Que l'intention, c'est pas. C'est clair en regardant la vidéo que l'intention, c'est pas poser un geste violent, que c'est une performance, que c'est de la satire, puis que c'est un message politique de contestation, de souligner, le fait qu'il y a le peuple contre les élites en ce moment, que les élites nous attaquent et donc qu'il y a une tentative d'organiser une réponse de la part du peuple. Mais si tu lui souhaites pas du mal, faire un papier mâché, une exécution d'un Jean Boulet en papier mâché, c'est quand même... C'est une provocation. Ben, tu sais, d'un, on n'a jamais dit que c'est Jean Boulet, de un. Tu sais, de un. Il ressemble un peu. Ben, tu sais, OK, mais tu sais, je pense que ce qui choque, ce qui offense, c'est le symbole de ce que je viens de dire, de la lutte du peuple contre les élites. Je pense que c'est ça qui offense. Tu sais, puis après, tu sais, ça peut bien être offensant. Ouais. Ça, j'ai pas de misère avec ça, que ça soit offensant. Si t'es un membre de l'élite, si t'es le PDG d'une multinationale, un ministre qui est en train de s'attaquer aux droits des travailleuses et des travailleurs, et tu te reconnais là-dedans, dans ce symbole-là, et tu es offensé, moi, ça me dérange pas. En fait, justement, c'est vrai que c'est un symbole quand même fort. Ouais. Donc, oui, puis tu sais, là-dessus, tu sais, la Cour suprême est quand même claire. La Cour suprême du Canada est quand même claire sur le fait que, tu sais, le droit de ne pas être offensé, ça n'invalide pas la liberté d'expression. Mais dans tout le débat qui a suivi, parce qu'il y a eu de la condamnation à gauche comme à droite, le Québec solidaire, tout le monde est comme un peu jammé sur la... Puis je comprends, c'est vraiment un symbole choquant, c'est un symbole fort, mais pour qu'on soit arrivé là, pour qu'on soit arrivé à faire des pas Jean Boulet, mais un genre de ministre qui ressemble à Jean Boulet en papier mâché, puis d'y couper la tête, pour être rendu à ce point-là, il y a une certaine rage, puis je pense que c'est pas particulier au Québec, c'est un peu partout dans l'Occident. Les travailleurs sont dans une situation extrêmement précaire. Peux-tu me décrire un peu ce que tu entends à travers ton organisme Alliance ouvrière, puis on est rendu où au Québec, puis dans l'Ouest, comme travailleur, c'est quoi la situation du travailleur moyen en ce moment? Du point de vue du mouvement syndical, on fait face à une attaque en règle du gouvernement de la CAQ au Québec depuis à peu près 2-3 ans, avec réforme antisyndicale par-dessus réforme antisyndicale. Projet de loi 89, mais ensuite il y avait eu aussi des réformes en construction, en santé, et... Mais concrètement, les changements, comment que ça va détériorer les conditions pour les travailleurs syndiqués, puis en même temps, est-ce que ça a un effet sur les travailleurs non syndiqués? Ouais. Oui, ça a un effet parce que, clairement, l'ambition du gouvernement, c'est de s'attaquer à notre rapport de force, c'est de s'attaquer à la capacité du mouvement syndical de défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs.
comme en D'attaquer- cours, d'attaquer le droit de grève, oui. oui, d'attaquer les moyens financiers des syndicats. Alors, il y a clairement une volonté justement de casser ça. Tu sais, le mouvement syndical s'en rend bien compte et c'est pourquoi il y a une réponse après. Mais eux autres diraient, regarde, les compagnies, les entreprises, on peut pas être compétitif dans une économie de mondialisation. On peut pas. Les entreprises vont faire faillite. Ça marche pas. Vos demandes sont pas raisonnables. Le plus de syndicalisation, il va y avoir des grèves. Ils vont dire que il y a un gros, ça vient introduire un gros désordre dans une économie qui a besoin de rouler, qui a vraiment besoin de rouler. Est-ce qu'il y a une job d'équilibre à faire ou est-ce que c'est vraiment juste de la propagande anti-travailleur? Ben, Je sais que t'es probablement... Non, mais je peux deviner un peu ta réponse, là, mais... On s'entend, mais cette perspective-là, c'est la perspective des dirigeants de la grande finance. C'est la perspective... Attends, t'es-tu en train de me dire que la CAQ, c'est pas un parti de travailleurs? Mais exactement, puis... non, mais... tu sais, puis le Parti libéral, puis le Parti québécois non plus, puis Québec solidaire non plus. Tu sais, ces perspectives-là, ce que tu viens d'écrire ou de résumer comme argument, c'est pas l'expression des intérêts politiques des travailleurs et des travailleuses. C'est l'expression des anxiétés des capitalistes qui font face à plusieurs crises en ce moment puis qui veulent vraiment, vraiment conserver leur marge de profit. Puis tout ce que la CAQ fait ultimement en ce moment, c'est pour protéger les marges des profits des multinationales, des compagnies monopoles, puis de leur gang de chums, les oligarques. C'est pas une question de balance, c'est pas une question d'équilibre. Alors, dans ce sens-là, ce qu'on voit, c'est un contexte politique où la CAQ, mais d'autres acteurs aussi, essaient, associés à l'élite, associés aux oligarques, essaient d'antagoniser le mouvement syndical. D'une manière qui est, du point de vue du mouvement syndical, non provoquée. Il y a pas de changement structurel, il n'y a pas de révolution dans le mouvement syndical dans les dernières années. Il y a pas, c'est du business as usual du côté du mouvement syndical. Ils n'ont pas changé leur formule. Il y a eu, le ministre du Travail, c'est souvent, quelques vagues de grève qu'il y a eu en 2022-2023 pour justifier, justement, ça va trop loin. Hey, le front commun, là, toutes les travaux. Ouais, c'était une énorme mobilisation. Je pense que c'était comme 250 000 travailleurs, quelque chose comme ça. C'est un énorme nombre de travailleurs concernés. Toute cette vague de grève-là, 2022, le front commun et tout, c'est exactement dans le cadre habituel de ce que les syndicats font depuis les années 90. Puis c'est du rattrapage sur l'inflation de la pandémie. Oui. C'était rien d'abusif ou de, c'est des négociations de conventions collectives sectorielles. Pour la plupart, c'était dans le privé. C'était des négociations de usine par usine, entrepôt par entrepôt. Il n'y avait pas de grand désordre. Alors, cet argument-là, comme quoi ça va trop loin, c'est fabriqué. Et ça sert les intérêts des monopoles. L'année dernière, je pense que c'est 257 travailleurs qui sont morts au Québec. Ouais. C'est une augmentation d'à peu près 25% si on compare à il y a 4 ans. Comment... dans quelles conditions et dans quel secteur de travail on voit ces mortalités sur la job? Je pense que le meilleur exemple, c'est le secteur de la construction. Je pense que c'était sur ces 257 personnes qui sont mortes au Québec l'année passée au travail, je pense que c'est 60%, quelque chose comme ça. Ça tourne autour de 60% qui vient de l'industrie de la construction. Et là, on voit que la réponse du gouvernement de la CAQ face à ça, c'est d'introduire un projet de loi récemment, là, il y a à peu près un mois, qui va réduire le nombre d'heures des représentants en santé et sécurité sur les chantiers de construction. Donc, et ça, c'est purement
un surrender, Ouais. mais je sais pas comment dire. Mais, concession. oui, c'est purement une concession au lobby des compagnies de la construction. C'est les compagnies de la construction qui se sont plaintes que les représentants en santé et sécurité, c'était de la politique, c'était du syndicalisme et que c'était un abus d'avoir autant de représentants en santé et sécurité sur leur chantier. Alors, on voit que, par rapport à la question de la violence, nous, ce qu'on dit, c'est le symbole de la guillotine. C'est un symbole qui est offensant, mais c'est pas de la vraie violence. C'est pas de la violence, alors que les gens qui meurent au travail et ensuite que le gouvernement non seulement ne fait rien pour améliorer la situation, mais activement va prendre des mesures pour empêcher les travailleurs et les travailleuses de donner plus de moyens pour empêcher ces violences-là. 60% de ce chiffre-là, 250, mettons, on parle de plus que 100 personnes qui sont mortes l'année dernière sur des chantiers de construction. Puis l'argument des boss serait c'est un sacrifice acceptable pour qu'on maintienne notre productivité. Tu quoi, je pense qu'il n'y a pas un boss qui est assez cynique pour dire que c'est pour le framer comme ça, pour le dire que c'est un sacrifice, mais c'est absolument des gens qui sont sacrifiés pour le profit des entreprises. Ces morts-là ne devraient pas avoir lieu. On devrait se donner les moyens pour avoir des chantiers sécuritaires, pour avoir des milieux de travail sécuritaires, pour diminuer la pression de la productivité sur les travailleurs. Et ça passe vraiment par... tu sais, on vit pas dans un monde de licorne, là. Réduire les accidents et les morts sur les milieux de travail, ça passera pas par des vœux pieux et des motions à l'Assemblée nationale. Ça va passer par les travailleurs et les travailleuses qui s'organisent solidement puis qui font valoir leurs intérêts face à des dirigeants d'entreprise qui priorisent absolument le profit par-dessus la santé et la sécurité des gens. Alors, puis c'est ça la tâche qu'Alliance ouvrière, on se donne. C'est notre mission, c'est pourquoi on est là. C'est pas, on n'est pas dans l'industrie du papier mâché. Nous, on est là pour organiser solidement la classe ouvrière et pour, on l'espère, constituer les travailleuses et les travailleurs en force politique qui ne dépend pas des partis politiques qui ne nous représentent pas, qui ne sont pas des partis de travailleurs. Alors, c'est notre mission, c'est pourquoi on est là, et c'est vers là qu'on veut aller. Si on regarde dans d'autres juridictions, est-ce que c'est possible d'atteindre un équilibre entre la productivité puis pas tuer des centaines de travailleurs par année? Ouais, absolument, c'est pas... non, c'est pas impossible, mais comme je l'ai dit, ce qui est le plus urgent pour les travailleuses et les travailleurs qui veulent améliorer leurs conditions, c'est de prendre acte de la situation dans laquelle on se trouve. La situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'on ne peut pas compter sur les politiciens à l'Assemblée nationale ou au Parlement à Ottawa pour nous sauver. Ce que ça nous prend, c'est de l'organisation au milieu de travail. C'est l'organisation au niveau du plancher de travail plus solide que ce qu'on a en ce moment. Il faut être capable d'avoir un mouvement politique de travailleuses et de travailleurs qui est basé sur une vraie mobilisation, la base sur le plancher de travail. Et honnêtement, en ce moment, cette capacité de mobilisation, elle n'est pas là. Et c'est une tâche assez urgente à réaliser pour la classe ouvrière. Mais je pense que l'argument que les autres feraient, c'est que la grande majorité des grèves au Canada, ça se fait au Québec. Les gens vont prendre le transport en commun, ils vont voir tous les collants, ils sont au courant où les ambulanciers vont passer, ils sont en train de faire des tactiques de pression. Visiblement, il y a quand même, les syndicats existent et détiennent un certain pouvoir. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est peut-être plus une illusion qu'une réalité?
c'est pas nécessairement une illusion, c'est vrai, tu sais, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont syndiquées au Québec, et ça, c'est pas fake. C'est pas rien. Par contre, il y a, on détecte, on comprend qu'il y a une certaine stratégie des directions syndicales, des directions des grandes centrales, qui est d'axer la mobilisation, l'intervention des centrales syndicales vers le dialogue social. Je pense que le dialogue social, c'est repris beaucoup par la CSQ et les directions de la CSQ et de la CSN ces temps-ci. Et cet angle stratégique-là, on n'est pas d'accord. Ou du moins, on considère que c'est une erreur, en fait. C'est une erreur stratégique. Parce que... Le dialogue. Non, c'est pas que le dialogue, c'est une erreur stratégique, c'est d'enligner l'ensemble du mouvement vers cette finalité-là, vers le dialogue social. Le gouvernement, en ce moment, les dirigeants des grandes entreprises, ils en veulent pas de dialogue social. Si ça a déjà marché, le dialogue social, ça ne fonctionne plus à l'époque. Ils en veulent pas. Ils nous le démontrent. En refusant de négocier. Ils nous demandent en refusant de négocier. Ils nous le démontrent en licenciant des milliers de personnes l'année passée au Québec avec Amazon. Ils nous le démontrent en faisant des lockouts. C'est un bon point parce que je pense que c'est un peu là que ça a débuté, l'Alliance ouvrière. Ça a débuté avant, mais on a pris de l'ampleur avec Amazon. On a participé à cette... l'organisation a collaboré beaucoup avec le syndicat des travailleurs d'Amazon, des travailleurs et des travailleuses d'Amazon. Si, sans un mouvement syndical avec des dents, comme on dirait en anglais, est-ce qu'on risque de voir une situation comme on voit aux États-Unis, comme on voit un peu à travers le monde où Amazon dicte un peu les termes de comment les travailleurs vont agir, comment les travailleurs c'est quoi leurs conditions. J'avais entendu ou j'avais lu dans les nouvelles que quelqu'un est mort dans une usine puis ils ont comme continué à travailler autour du corps de la personne. Est-ce que ça serait est-ce qu'on commence à rentrer dans la panique morale si on dit regarde sans des travailleurs mobilisés provocateurs qui vont aller dans les rues, qui vont déranger les politiciens, même les politiciens qui se disent alliés avec les ouvriers. Sans ça, est-ce que c'est réaliste de penser que après un certain nombre d'années, on rentre dans une situation où les grosses compagnies technologiques dictent un peu ce qu'on peut faire comme travailleur? C'est une très longue question. Non, c'est correct. Il y a beaucoup d'éléments, mais allons-y une chose à la fois. Justement, ce qu'on considère une erreur dans l'emphase qui est mise sur le dialogue social, c'est que, au contraire, ce qui est urgent de réaliser en ce moment comme tâche, c'est de bâtir un rapport de force et de bâtir la capacité des travailleuses et des travailleurs d'entrer en lutte, de confronter le pouvoir qui veut les écraser. Que ce soit le pouvoir du gouvernement, que ce soit le pouvoir des monopoles, comme Amazon, ou comme Sobeys. C'est quoi, 5 entreprises qui détiennent à peu près 80% des parts du marché alimentaire au Canada? Oui, exactement. Comme le pouvoir de la CDPQ, la grande finance. Alors, c'est cette capacité à confronter nos opposants qui manque en ce moment un peu. Et donc, pour en revenir à ta question, c'est si on laisse la situation aller telle qu'elle est en ce moment, oui, on va perdre notre capacité de résister à ces attaques-là. On a des droits, en théorie, nos droits existent sur papier, mais si le gouvernement ne veut pas les défendre, ces droits-là, s'il ne veut pas les rendre opérationnels, alors nos droits n'existent seulement sur papier. C'est à nous, travailleuses et travailleurs, de nous organiser pour nous assurer que nos droits sont respectés.
si on regarde vers l'avenir, regarde Alliance ouvrière, d'autres organismes de travailleurs qui ont comme, tu sais, il y a eu l'entrée ça je pense c'est l'École bleue, l'entrée du pont Jacques-Cartier qui a été bloqué il y a une couple de semaines, il y a les chemins ferroviaires de Sienne. Penses-tu que le progrès est possible sans la menace de ce rapport de force de travailleurs qui vont dans les rues, qui vont prendre des actions directes pour ralentir la grosse machine? Est-ce que c'est inévitablement une partie de notre futur rapproché? Ben, par rapport à ta question, je te demanderais menace pour qui? Parce que je pense que notre ambition est, on l'espère, l'ambition éventuellement de tous les travailleurs, tous les travailleurs au Québec, au Canada, c'est de faire partie d'un grand mouvement démocratique, d'un grand mouvement ouvrier. Donc, quand les travailleuses et les travailleurs font pression, c'est nous. C'est pas le but, c'est pas de faire pression sur d'autres travailleurs et travailleurs, c'est faire pression sur les profits des multinationales. Il ne faut pas, on ne veut pas diviser le peuple. On veut faire notre part pour réunir le peuple, pour réunir la classe ouvrière, pour qu'on soit plus unis et qu'on avance ensemble le plus possible pour défendre nos intérêts contre des élites qui, eux, méprisent nos intérêts, pour lesquels nous, on n'est pas importants. Je pense que il fallait s'attendre à une grosse réaction des caquistes, des péquistes, des libéraux, des chroniqueurs à des grosses chaînes, mais quand Ruba Gazal, qui est une ancienne syndicaliste elle-même, dit que vous avez été trop loin, que c'est pas du tout à quoi doit ressembler le mouvement des travailleurs. C'est quoi ta réaction à la chef ou la porte-parole de Québec solidaire? C'est la même réaction. Ben, elle est allée un peu plus loin que les centrales, elle est allée un peu plus loin que les directions des centrales syndicales. Les directions des centrales syndicales se sont dissociées et ont dénoncé le geste. Elle est allée un peu plus loin, elle a dit qu'on devrait s'excuser. On s'excusera pas. Mais on pense que c'est une erreur tactique. On pense que d'abord, dans ce moment-ci, d'adopter cette posture-là de dissociation et de dénonciation, on pense que c'est une erreur tactique qui révèle justement une erreur stratégique plus fondamentale de la part du mouvement progressiste, de Québec solidaire, des directions des centrales. Erreur tactique parce que avoir fait ça, c'est tout à fait abandonner l'opportunité que ça nous a donné de parler de la violence institutionnelle. La CAQ, le PQ, se déchirent leur chemise pour parler de la violence d'une pièce de théâtre, là, essentiellement, qui ne peut pas être considérée comme menaçante, là, je peux pas croire. Mais c'est abandonner l'opportunité de parler de la violence institutionnelle, de la violence des 257 personnes qui sont mortes au travail l'année passée, en 2025. C'est abandonner l'opportunité de parler des lockouts qu'il y a en ce moment, de Renaud-Bré qui vient de fermer une succursale qui était en grève. C'est abandonner l'opportunité, justement, de retourner la situation. Alors, au niveau tactique, notre prétention, justement, c'est que on pense que c'était une erreur de faire ça, mais c'est plus profondément une erreur stratégique parce que c'est essayer de se positionner d'une manière qui est acceptable face aux grands médias. C'est de se positionner d'une manière qui est acceptable justement aux élites, aux dirigeants des PDG et des multinationales. Et on pense que fondamentalement, on n'a pas à se rendre acceptable pour ce genre de personnes-là. Au contraire, on doit bâtir notre capacité à confronter ce pouvoir-là. On doit bâtir notre capacité à
dérangé, en un sens. Après ça, tu sais, comme j'ai dit tantôt, le but, c'est pas de faire de faire dans la destruction du papier mâché nos activités principales. C'est de construire le rapport de force véritable. C'est de bâtir un mouvement démocratique véritable. Alors, tu sais, par rapport à ta question de qu'est-ce qu'on pense justement de ces déclarations-là, de ces dénonciations-là de la part du mouvement progressiste, on comprend en un sens ce qu'ils essaient de faire, mais on considère que c'est tout simplement une erreur stratégique. Il y a une colère en ce moment qu'on peut voir parmi les travailleurs, parmi les... Ça n'a pas débuté hier. Je pense que l'élection de Donald Trump en fait partie. Je pense que le convoi à Ottawa en fait partie. Je pense que même en Europe, les Gilets jaunes en font partie. Que tu sois d'accord avec les fins politiques d'un mouvement ou non, il y a une colère. La crise est réelle. Il y a 12 000 personnes qui vivent dans la rue au Québec en ce moment, puis il y a 10 ans, c'était peut-être 6 000. Ça augmente, ouais. Le coût du loyer a doublé dans les derniers 10 ans. Le coût de l'immobilier a doublé dans les derniers 10 ans. Puis tu as une ministre qui littéralement dit la solution, c'est d'acheter de l'immobilier. S'il y a une comparaison à faire avec la Révolution française, je pense que, bon, elle se fait assez facilement, mais je regarde ça, je ne sais pas par où ça s'en va. Il y a des gens, des vieilles madames qui me parlent des fois de vouloir tuer des politiciens. Puis tu te dis comme non, je pense qu'il y a 10 ans, ça serait pas le cas. Ou ça, on est vraiment dans, je pense qu'on est dans une situation unique dans l'histoire. Est-ce que tu es inquiet pour la possibilité de dérive dans l'avenir rapproché ou médium? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on se retrouve dépourvu de moyens de nous défendre et qu'on se retrouve dans une situation où on se fie uniquement sur le Code du travail, sur la loi. Magali Picard avait parlé de paralyser le Québec, de faire une grève sociale l'année passée en réaction au PL 89, aux différentes réformes antisyndicales. Ce discours-là, c'est un discours, mais ça ne, on voit pas derrière ce discours-là une transformation. Les bottines ne suivent pas les babines. Ben, on voit pas, il y a pas d'augmentation de la violence de la part des syndicats dans les 10 dernières années. Ils n'ont pas changé de modèle. C'est le même modèle que les années 90, largement. Donc, moi, ce qui m'inquiète justement, c'est qu'on soit pris dans le passé, qu'on puis qu'on ne parvienne pas à évoluer, parce qu'en fait, ce qui a changé dans les dernières années, c'est pas vraiment le mouvement syndical, c'est l'autre côté, c'est les multinationales qui se renforcent. Ouais, la pandémie était une grosse... Ouais, dans le sens que la consolidation des multinationales, elle s'est accélérée. Et l'influence que ces multinationales-là ont sur la politique, notamment grâce à l'élection de Donald Trump aux États-Unis, sur le gouvernement américain, ça, c'est un vrai changement. Ça, c'est un changement quand même important, dont on doit prendre acte, et qui fait en sorte que on doit pouvoir s'adapter. Et ultimement, je pense que il ne faut pas, je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Il faut pas avoir peur du peuple. Puis ça, je pense que parfois... Je pense que le mouvement syndicaliste, le mouvement d'organiser les gens, c'est un peu le subtexte, c'est que, regarde, on est plus que vous. Il y a une certaine, pas une menace, là, mais le pouvoir, c'est le pouvoir. Puis quand assez de gens se réunissent puis disent, regarde, vous allez pas faire ça sans nous, je dis pas que c'est une forme d'intimidation, mais c'est de rappeler aux gens au pouvoir que on est plus nombreux, on est plus, tu sais, puis on dirait que d'un bord ou de l'autre, le message se fait rarement passer juste par le dialogue, puis il faut comme mettre des bottes sur le terrain ou les politiciens mettre des policiers sur le terrain. Je ne sais pas, je pense que c'est quelque chose, on dirait, qui va se régler dans la rue, malheureusement.
Ben, je pense que c'est il y a une question de nombre, mais c'est, je pense, plus une question du fait que ben, c'est les travailleuses et les travailleurs qui font runner la société. T'sais. C'est les travailleuses et les travailleurs qui font en sorte que on a un micro là maintenant pour C'est not parler. the wealth creators, c'est pas les Elon Musk de ce monde, c'est pas les c'est quoi Luc Poirier, c'est pas les Luc Poirier de ce monde qui font bouger tout ça. Non, tu sais, tu sais, toute notre société se construit sur l'édifice qui est bâti par les travailleurs et les travailleurs. C'est les travailleurs et les travailleurs qui font rouler toute l'économie. Et pourtant, on n'a pas de voix politique. On n'a pas de démocratie, là. C'est les politicos, ils vont décider là, des accords là, entre États-Unis et Canada. Puis ils vont, ça va réguler le flot des biens à la frontière. C'est les travailleurs et les travailleurs qui vont concrètement déplacer, qui vont produire ces produits-là, ces biens-là, mais on n'a pas de voix. Les travailleurs et les travailleuses n'ont pas de voix là-dessus. Et j'ai oublié ta question. Moi aussi. Non. mais ça avait un rapport avec le rapport de force, mais peut-être finalement, regarde, il y a eu beaucoup de réactions négatives. Puis je comprends, regarde, c'est choquant comme image, les gens. Puis je comprends que quelqu'un peut voir ça puis se sentir inconfortable ou même menacé si tu sais, sans trop rentrer dedans, mais I forgot what I was saying. Non, est-ce que vous avez eu des réactions positives qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont envoyé des messages ou qui ont donné de l'appui? Ben, tu sais, premièrement, je dirais pas que je comprends quelqu'un qui se sentirait menacé par ça. Là. Je vais juste mais il habite pas dans ton monde, il habite pas dans la nôtre aussi. Tu sais, quand t'es un politicien qui fait un certain nombre d'argent, puis que t'es entouré de gens comme toi, puis que tu vois un peu monsieur, madame, tout le monde comme étant un problème à régler, tu sais, il faut que j'aie tant de votes, il faut que j'aie, tu sais, il habite pas dans ton monde. Puis je pense que d'être confronté avec ça peut, tu sais, pour quelqu'un dont son quotidien est tellement différent du nôtre, je pense qu'il peut se sentir menacé. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il y a de la vraie violence derrière moi? Mais regarde, ultimement, c'est les policiers qui vont décider. Mais ou c'est le DCPC qui vont décider. Mais je dirais juste que ils vivent pas. Je pense qu'ils même Ruba, même la gauche, ils ont les gens qui ont atteint un certain niveau de confort. Ils n'ont pas ta réalité, ils n'ont pas la mienne non plus. Puis de se faire confronter, pour eux, je pense que c'est beaucoup plus choquant que tu le réalises. Ou bien, regarde, la police est impliquée. Fait que je pense que on réalise à quel point c'est choquant pour eux. Ouais, je pense que c'est ça, c'est confrontant. Puis ça revient justement à ce que je sais sur c'est la peur du peuple. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est ça, c'est l'espèce de volonté de contrôler, de voir les gens, voir le peuple comme une chose c'est ça, c'est une chose à contrôler. N'ayons pas peur de nous-mêmes. T'sais, n'ayons pas peur de nous organiser et faire valoir nos demandes, qui sont vraiment des demandes, ultimement, là, c'est des demandes légitimes. C'est d'avoir la certitude qu'on aura un logement décent, qu'on aura une qualité de vie et qu'on aura une voix au chapitre. Ça, c'est une demande tout à fait légitime qu'on va continuer à mettre de l'avant. Après ça, j'ai encore oublié ta question. Non, mais on parlait de, tu sais, regarde, est-ce que malgré une grosse réaction négative, est-ce que tu as aussi senti une vague de support ou des gens qui disent ouais, moi aussi je suis en tabarnak? Ouais, puis tu le vois dans la vidéo, là, tu sais, c'est comme, c'est pas genre 3 personnes, là, c'est comme, tu sais, la foule autour. Tu sais, les cowboys fringants jouent, tu sais, c'est pour ça, tu sais, c'est ça, c'est un peu la joie et l'allégresse, là, tu sais, c'est une performance. Par contre, moi, la réaction que j'ai le plus vue, mettons, sur les médias sociaux, et qui, j'ai trouvé la plus intéressante, c'est justement tous les gens qui disent « OK,
Mais la vraie violence du côté institutionnel, du côté des patrons, des propriétaires, ça, c'est très grave. Et ça, on n'en parle pas. Ça, Paul Saint-Pierre Plamondon et Jean Boulet, ça, ils ne déchirent pas leur chemise là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'indigne pas de cette violence qui n'est pas symbolique? C'est des vies qui sont brisées. C'est des gens qui sont évincés. C'est des gens qui sont licenciés. C'est toujours pour squeeze une marge de profit. C'est jamais... tu sais, c'est pas vrai que les intérêts des grands monopoles, c'est les intérêts de tout le monde. C'est pas vrai que quand les politiciens disent qu'il faut que l'économie aille bien, que ça représente une réalité purement objective qui représente tout le monde. C'est pas vrai. Les multinationales prennent des décisions pour protéger leurs profits sans égard à la dignité, comme tu dis, des travailleuses et des travailleurs. Pour être honnête, on comprend que c'est offensant, on comprend que c'est que ça peut être confrontant, que ce n'est pas un coup de théâtre un peu comme les autres. Là. C'est pas juste une bannière dans une manifestation. C'est un petit peu plus que ça. Par rapport à la performance, elle est un petit peu plus intense. Par contre, ce qui nous surprend, c'est l'intensité de la réaction. Parce que c'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. L'année passée, dans une manifestation, on a brûlé l'effigie de Jeff Bezos dans la rue. Les policiers nous ont regardé faire. Les policiers trouvaient ça bien drôle. Les policiers, d'ailleurs, nous ont vu faire... ils ont vu la guillotine se promener dans la manifestation, puis il y a plusieurs policiers qui ont vu la guillotine et qui ont ri, puis qui ont laissé faire. Mais donc, c'est pas la première fois que quelque chose comme la performance que l'Alliance ouvrière a faite avec la guillotine a lieu, mais la réaction elle est quand même particulière. Parce que on voit que il y a cet élan, cette tentative justement de faire bouger les barèmes de ce qui est acceptable. De vraiment limiter ce qui est acceptable pour le mouvement populaire. Pour Jean Boulet, qui avait dit à l'époque que 80% des immigrants parlent pas français, ne travaillent pas, vont à Montréal. D'ailleurs, tu sais, travaillent pas. Parce que non. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est le travail migrant. C'est ce qui fait rouler la vie au Canada. C'est une caractéristique fondamentale de l'économie canadienne. Tu peux pas passer à côté de ça. On n'aurait pas d'agriculture sans ce travail. Mais c'est ça, il y a tellement d'industries. Il y a tellement d'industries que ça concerne. Et c'est un vrai problème politique. C'est une large partie des travailleuses et des travailleurs au Canada qui sont traités comme des citoyens, même pas comme des citoyens, mais comme des personnes de seconde classe. Comme des esclaves, comme les Nations Unies ont dit. Dans le cas spécifique, c'est ça, de certains travailleurs sous les permis fermés. Mais, tu sais, tout ce qui est, c'est ça, ce discours-là des politiciens, ou les actes des monopoles, ça, on ne cherche pas à contrôler. Mais, comme, tu sais, quand Magali Picard avait dit que les syndicats, en réaction, pouvaient bien paralyser le Québec, en réaction aux réformes antisyndicales, ça, il y avait eu un tollé. Ça aussi, il y avait eu un tollé. D'une même manière, on avait demandé de s'excuser. C'est donc bien violent comme parole et tout. Puis, de mémoire, elle non plus, s'était pas excusée pour ça, si je m'en souviens bien. Puis c'est tout à son honneur. Parce que c'est vraiment... c'est la liberté d'expression, c'est un discours qui est acceptable. Parce que puis, tu sais, j'appuie ce genre de discours-là parce que ça pointe vers, justement, la tâche urgente qui est la nôtre, qui est de bâtir le rapport de force. Félix, merci pour avoir donné ton temps. J'espère que l'année prochaine, ça se déroule un peu moins, avec moins d'intensité, mais non, sérieusement, merci et bonne journée, bonne continuation. Ça fait plaisir, merci à toi.